toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de notre série Trésors du Gabon et j'ai l'honneur, mais aussi la grande joie de vous partager l'interview que j'ai menée avec Charline Effa. Et quand j'ai découvert les livres, quand j'ai découvert les textes de Charline Effa, j'ai vraiment eu un choc, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Quand j'ai commencé à lire sur elle, quand j'ai commencé à lire sur son parcours et quand j'ai commencé à lire ses textes, j'ai vraiment été fascinée. Et c'est une autrice que j'ai découvert l'année dernière et je suis presque honteuse de la découvrir seulement maintenant. Charline Effa, c'est un talent immense et en même temps, elle est d'une grande simplicité. La rencontrer, ça a été un honneur, mais aussi un bon moment. Ça a été vraiment un bonheur. Et avant de vous laisser avec l'interview de Charline Effa, chers auditeurs, je vous remercie d'écouter Africly et de partager ma passion pour la littérature. Je vous dis à demain et demain, nous allons plonger dans la grande histoire avec le roman Le Testament de Charles de l'auteur Christian Eboulé. À demain et bonne écoute. Madame Charline Effa, bonjour. Bonjour, pour moi c'est un privilège de vous recevoir dans mes modestes bureaux. Non, c'est vraiment un honneur. Alors, vous êtes arrivée en France en 2001 pour poursuivre vos études. C'est ça. Et vous avez fait un doctorat en littérature française. Tout à fait. C'est ça. Je suis arrivée en 2001 et j'ai vécu à Lille, où j'étais à l'université de Lille 3. C'est là-bas que j'ai soutenu une thèse sur Calixte Beyala. Ah bon? Oui. Le Cameroun. Tout à fait. Ok. Alors, on dit de vous, j'ai lu un peu à gauche, à droite, que vous êtes à la fois chef d'entreprise et écrivaine de nuit. Oui. C'est-à-dire, j'ai deux casquettes que j'ai toujours portées parce que je suis née dans un environnement où la population féminine est plus importante que celle masculine. Et pour toutes les femmes de ma génération, pour toutes les femmes africaines, on se souvient qu'on a toujours eu des mamans qui, à côté de leur activité professionnelle déclarée, avaient une autre activité qui permettait de générer d'autres revenus. Et très tôt, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, même si la littérature a toujours été mon premier amour. Et pourquoi j'ai décidé d'entreprendre et d'écrire? C'était pour déjà ne pas être salarié de quelqu'un, ne pas avoir les exigences d'un employeur. C'était de pouvoir organiser mon planning, mon emploi du temps en fonction de mes besoins d'écrire et en fonction aussi du développement de mon entreprise. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est que je peux facilement répondre à des invitations, à des conférences, à des tables rondes, parce que je suis libre, parce que je peux le faire. C'est cette liberté que me confère le fait d'être chef d'entreprise, mais aussi parce que c'est bien connu qu'un écrivain, c'est difficile de vivre de son œuvre. Et puis, je suis quelqu'un qui aime créer, que ce soit pour la vie professionnelle, entrepreneuriale ou que ce soit pour la littérature. Je m'éclate dès l'instant où je crée. Ok. Alors, vous avez écrit 4 romans. Tout à fait. D'abord en 2011, c'est Persée et Chimère. Oui. Alors, est-ce que ce roman était autobiographique? Je pars toujours d'une petite part de moi. Ah, voilà. Dans tous mes romans, c'est de l'honnêteté intellectuelle. J'ai besoin de sentir une émotion, une vibration. Et pour la sentir, je ne peux pas me coller à quelqu'un d'autre. Je pars de moi. Alors, dans ce roman, Persée et Chimère, quelle a été la part de moi? Elle a été à un moment donné où, après
avoir démarré ma thèse en France, je suis repartie au Gabon pour chercher un emploi. Et je n'avais pas encore mon doctorat, mais je voulais déjà travailler et que j'ai été confrontée aux difficultés de trouver un emploi. Je suis revenue en France en larmes, complètement désillusionnée en fait. Et c'est parti de ce désenchantement pour l'écriture de ce roman-là. Ah oui, parce qu'il met en scène justement la jeunesse. Tout à fait. Okay. Oui. Qui trouve comme option de retourner en France. Tout à fait. Pour s'en sortir. Ok. Alors après, en 2004, là, c'est un cycle qui va commencer avec naître. Donc naître, N apostrophe, et puis être, le verbe être. Et ensuite, c'est la danse de Pilar. Et enfin, donc la danse de Pilar, c'est en 2018. Tout et en 2023, c'est le roman pour lequel je vais vous interviewer aujourd'hui, Les femmes de Bidi Bidi. Tout à fait. Qui clôt le cycle, donc sur les femmes, sur le corps des femmes. Le corps des femmes. Oui. Alors, avant de plonger donc dans l'interview sur ce roman, je voudrais pour mes auditeurs partager quelque chose que j'ai trouvé fantastique sur vous. D'accord. Donc, rendez-vous compte que pour moi, Charline Effa, elle fait partie de ces grandes voix féminines des littératures contemporaines. Et je vais vous lire un extrait que j'ai trouvé de Monsieur Mabankou, que je voudrais vous partager ici. Voilà. Donc, Naître, donc le roman Naître, est porté par un souffle intemporel et la puissance d'une écriture, entre guillemets, habitée par la grâce. J'avais dit, il y a plusieurs années, que la littérature gabonaise n'existait pas, entre guillemets. Le Gabon a désormais une voix, une plume qui comptera parmi les plus talentueuses de la littérature contemporaine. Lui, il a dit africaine, mais moi je dis contemporaine. Alors, les femmes de Bidi Bidi, donc qui clôt ce cycle. Donc, dans ce roman, on va suivre, donc je ne vais pas tout dire bien sûr, c'est juste pour mes auditeurs, hein, donc on va suivre dès le début la petite Minga, qui, on va la voir déjà au début du roman dans un contexte familial difficile. La mère de Minga va quitter le domicile familial et Minga va vivre avec son père et à un moment donné, on va voir qu'elle va partir à la recherche de sa mère qui va partir, on va la voir partir en Ouganda à la recherche de sa mère qui était partie travailler comme humanitaire, sa mère étant infirmière, voilà, sans tout dévoiler. Tout ça va fait. comme ça? Ça va. Vous n'êtes pas fâchés? Non, c'est très bien résumé, j'apprécie. Parfois les gens se fâchent. Hein? Alors, oui, donc je disais, ça fait partie de ce cycle sur le corps des femmes. Mais pourquoi avoir, donc il y a deux questions. D'abord, pourquoi un cycle et pourquoi cette thématique? Ah oui, j'apprécie beaucoup la question. La thématique, c'est que lorsque j'écris ce texte, je suis une jeune trentenaire, naître. J'écris naître et que je suis une jeune trentenaire. Je viens de démissionner d'un emploi qui m'a usée pendant des années. Et je suis en lutte contre ma mère qui me rappelle que j'ai 30 ans. Et qui, à un moment donné, il faut que je me marie et que je fasse des enfants. Et que le langage, les injonctions de ma mère sont aussi dans le regard de la société, que des gens que je rencontre, des amis qui se casent, des gens qui construisent des vies familiales et qui me rappellent avec une forme d'agressivité mais très sourde que quand on a la trentaine, c'est le moment de se caser et de former une famille. Et je me suis dit, mais finalement, puisqu'on me rappelle qu'il faut le faire,
à la trentaine, parce qu'il faut faire un enfant quand on a la trentaine, parce que lorsqu'on dépasse cet âge, c'est un peu plus difficile. C'est quoi le corps d'une femme? Est-ce qu'il nous appartient réellement? Est-ce qu'il appartient à des injonctions sociétales? Est-ce qu'il est là que pour donner la vie? Et c'est comme ça que le livre Naître a commencé à mûrir dans ma tête, en partant d'une dispute avec ma mère. Et j'avais l'impression que lorsque on demandait à une femme de rentrer dans une case, on pensait à la communauté, à la société. On ne pensait pas au fait que c'était un individu qui avait une histoire, qui avait des fêlures, qui avait des blessures, qui faisaient qu'elle avait besoin, elle, de tailler sa pierre avant de rentrer dans la communauté. C'est-à-dire, on pense communauté, on ne pense pas individu. Oui, il est bien que les femmes fassent des enfants, mais oui, on devrait aussi se demander pourquoi est-ce que certaines femmes sont mal à l'aise avec l'idée de la maternité et aller creuser ce qu'il y a derrière ça, qu'il y a des blessures, il y a une enfance qui n'a pas créé un terrain favorable et il y a des schémas familiaux qu'on ne souhaite pas forcément reproduire. Et c'était pour moi, Naître est mon roman le plus autobiographique parce qu'il dit un peu mon enfance, une enfance très difficile, et c'est cette enfance qui a créé le lien difficile que j'ai eu avec le fait que le corps d'une femme était quelque chose qui n'était pas elle, mais qui était à la société. Et ensuite, j'ai quand même réalisé en travaillant sur Naître que d'autres questions se posaient, toujours autour du corps des femmes, mais que je ne pouvais pas traiter que dans un roman. Sinon, le roman aurait été très fouillis. Et la question des femmes instrumentalisées est arrivée, elle aussi, au même moment. Et je voulais la traiter dans un angle politique. C'est pourquoi je publie en 2018 La danse de Pilar. Et la danse de Pilar, les personnages, ce sont des femmes qui, lorsque les premiers dictateurs se sont installés en Afrique, ils avaient, ça se passait au Gabon, au Congo, au Togo, oui, où des femmes dansaient pour comment dire, soutenir, soutenir le président de la République, pour vanter ses mérites, et dont j'avais besoin aussi d'interroger cette question de corps instrumentalisé, mais sous un angle politique. Et je me suis rendu compte quand j'ai terminé ce roman, La danse de Pilar, que je n'avais pas tout exploité. Comment je me suis rendu compte de ça? Parce que je n'étais pas apaisée. Je savais que... Fallait continuer. Il y avait des débris de colère encore enfouis en moi. Et je me suis souvenue justement d'un reportage que j'avais regardé sur les femmes du Congo, des guerres. Ah oui. Et d'un vieux manuscrit que j'avais démarré, j'étais en première année de fac au Gabon, justement au sujet des guerres, de ces situations de guerre en RDC. Et l'idée m'est venue de travailler toujours sur ce matériau du corps de la femme, mais le corps qui va être outragé en temps de guerre. C'est-à-dire que lorsqu'une guerre arrive dans un pays, les femmes vont être les plus fragilisées, vont être les plus attaquées, vont être celles qui vont être des instruments un peu de ces guerres-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le projet des femmes de Bidi Bidi. Et pourquoi Bidi Bidi? Parce que je voulais parler d'un camp qui était peu connu. Je voulais parler d'une guerre qui était méconnue. Et je voulais surtout traiter la question de l'importance de se reconstruire en solidarité, en résilience, de résilier en sororité et de dire que tout n'est pas perdu tant que les femmes se tiennent la main, elles peuvent se reconstruire. Oui, parce que dans ce récit, les thématiques sont très dures et dès le début du roman,
mais il y avait cette lumière. Hein. Oui. Oui, oui, heureusement il y avait cette lumière, Genre, cette oui. résilience. Oui, oui. Oui, oui. C'était pour moi important qu'il y ait cette lumière pour pouvoir aller jusqu'au bout du roman. Moi-même aussi, parce que lorsque j'entre dans un texte que j'écris, je ne suis plus à Paris, je suis à Bidi-Bidi. Et s'il n'y a pas de lumière, s'il y a trop de violence, moi-même je suis affectée quand je sors des moments d'écriture. Oui, c'est trop. Oui, c'est trop. Donc j'avais besoin de de maintenir cette lumière aussi pour le lecteur, pour dire que même quand il y aura des drames, même quand il y aura de la violence, l'humain, s'il le veut, peut se relever de ça. Oui, on peut dire que c'est un roman de la résilience aussi. Tout à fait. Alors, justement, pour en revenir au roman, dès le début, on voit la violence, avant d'aller donc en Ouganda, on voit la violence intrafamiliale qui démarre déjà. Et moi, je me demandais si vous ne vouliez pas aussi ouvrir une réflexion dans le sens où l'enfant qui a 8 ans voit la violence subie par sa mère, mais à un moment donné, donc la mère s'en va, et à un moment donné, il y a cette réflexion, parce qu'on entend souvent, quand il y a des violences intrafamiliales, quand les femmes battues, elles ne partent pas, entre autres, parce qu'il y a les enfants. Alors moi, ce qui m'a un peu interpellée, donc c'est cette petite phrase. Mais surtout, j'avais compris, sans que personne ne me le dise, que je m'amputerais de mon enfance et que tôt ou tard, je grandirais sans elle, par amour pour elle. Comme si c'est quand même un abandon. Oui. Et là, on a le vécu de l'enfant. Oui. Et donc, c'est une autre... Ça m'a un peu interpellée. Donc, vous avez voulu ouvrir un peu cette réflexion. Oui, tout à fait. Travailler sur les notions du don de soi. C'est un enfant qui fait un don à sa mère. Parce que c'est elle qui demande à sa maman de s'en aller. Oui. Et travailler aussi sur une notion dont on parle récemment en psychologie des enfants parentalisés. Oui. L'enfant parent. Oui, c'est ça. Voilà, l'enfant qui sait que il faut qu'il fasse quelque chose, il faut que quelqu'un se sacrifie. C'est aussi la notion du fils sacrificiel dont on parle dans les grandes mythologies. Il faut que quelqu'un... Là, il n'y a pas de sacrifice d'animal ou sacrifice de quelqu'un qui... Voilà. Mais c'est une mort symbolique. Elle s'ampute de son enfance. Exactement. Voilà. Il y a son enfance qu'elle sacrifie parce qu'il faut sauver sa mère. Oui, c'est aussi le roman de l'amour, finalement. Oui. Et comme je dis, un acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour fort parce qu'à 8 ans, il faut être un enfant particulier. Il faut beaucoup aimer sa mère pour parvenir à ça. Et comme je l'ai dit au début de l'entretien, qu'il y a toujours une part de moi dans les romans. Il y a une façon dont j'ai aimé ma mère et la façon dont j'ai été outragée qu'elle se fasse violenter par l'homme qu'elle aimait. Et la façon dont j'ai dû, pourtant cet homme qui m'a élevée, qui a été un père de substitution, dont j'ai dû, un enfant n'affronte pas son père. C'est pas possible. Mais dont j'ai dû en fait être aussi transgressive en courant le risque d'être, comme on dit en Afrique, d'être maudite. Oui. Oui, mais de le faire parce que j'avais besoin que ma mère ne parte pas, ne meure pas, voilà. Et je suis partie de ce souvenir-là parce que j'avais besoin moi-même aussi de me guérir de cet enfant, parent, adulte que je suis devenue trop vite. Et il y a une partie de mon enfance que je n'ai pas eue. Et j'avais besoin de mettre des mots sur ça. Alors, oui, toujours dans le thème de la famille, on voit aussi que quand la mère est partie, il y a toute une ambiguïté chez l'homme maltraitant. Et je trouvais que ce petit extrait était tellement fort. Vous permettez, voilà. Ici, donc c'est la petite qui parle de son père. Assis dans son fauteuil, un verre de vin à la main, Émile
afficher l'air amer que l'on observe chez les gens qui sont surpris que les choses leur échappent. Cette colère était la seule chose qui lui restait, qui le reliait à sa femme et le rendait, malgré lui, totalement dépendant d'elle. Oui, donc c'est vrai qu'il y a cette violence et puis finalement le portrait, on dirait que vous avez voulu vous montrer toute l'ambiguïté de la situation. Parce que le maltraitant, le portrait qu'on en fait après, quelqu'un de tout à fait détruit. Oui, quelqu'un de tout à fait détruit parce que il a été dépouillé de ce qui constituait son pouvoir. Oui. Oui, son pouvoir, c'était de maltraiter, de casser, d'abîmer sa femme. Mais une fois que cet objet de son pouvoir, lui a été retiré, il s'est retrouvé comme quelqu'un de perdu complètement. Il n'a pas su se réinventer parce que justement c'était un homme à la base très frustré parce que sa femme, très belle, intelligente, diplômée, qui parlait plusieurs langues, et lui un artiste qui n'a pas su sortir son épingle du jeu. Et cette frustration de l'artiste raté, il la rejetait un peu sur sa famille, en l'occurrence sur sa femme. Et ce que j'ai voulu aussi explorer là, c'est toujours le fait que c'est la petite qui porte le père d'une certaine manière. Oui, finalement, oui. C'est elle, oui. Aussi, c'est l'enfant qui est l'adulte dans cette famille-là, dans cette maison-là. Encore une fois. Encore une fois, oui, encore une fois. Et c'est peut-être ceux qui fréquentent un peu ma littérature verront bien le lien avec naître, verront bien le lien pourquoi j'ai écrit sur cette notion de maternité, de parentalité, pourquoi elle m'a toujours paru comme quelque chose que je rejetais, la maternité. Parce que lorsque on regarde la configuration de cette famille et qu'un enfant devienne le père et la mère, alors que papa et maman sont là, ça donne pas envie de créer. C'est déjà trop lourd. C'est déjà très lourd et finalement on arrive au monde, on devient adulte et on ne sait pas comment on s'occupera d'enfants. Parce que soi-même, on n'a pas été réellement enfant. Oui, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas de modèle. Du tout. Oui, c'était très fort aussi, je trouvais. Alors, oui, donc le roman démarre donc sur des violences intrafamiliales. Ça, c'est une thématique déjà en soi. Et puis, là, en Ouganda, dans ce camp de réfugiés, c'est les femmes qui ont été violentées par les conflits. Donc, vous avez décidé, dès le début de l'écriture du roman, d'aborder ces deux thématiques-là. Oui. Et de terminer par pourquoi ça... Oui, je voulais en fait créer un parallèle entre les guerres intimes, la guerre au sein de la famille, et les guerres sociales, c'est-à-dire les femmes qui sont violentées par le fait des combattants, tout ça. Je voulais créer ce lien-là. Et pour moi, il était important qu'il y ait une partie qui se déroule à Paris. Oui. Même si le couple qui est à Paris n'est pas un couple d'occidental, pour moi la réflexion était de dire qu'il nous faut sortir en fait sur cette façon de penser que quand on parle de violence sur les femmes, ça ne concerne que les femmes d'Afrique. Moi j'avais besoin de travailler sur ces deux tableaux, de dire que l'on vive à Paris ou à New York ou à Londres, voilà, et que l'on soit une femme qui rencontre malheureusement un mauvais homme, on est susceptible d'être violenté. C'est ça. Oui, ça rendait tout ça plus universel. Oui. Alors, j'ai vu aussi que vous vous êtes rendu sur place, donc dans le nord de l'Ouganda. Pourquoi ce choix? Parce que c'était trop important d'écrire sur ce sujet, et que rester qu'à Paris était trop confortable pour pouvoir sentir les choses. Ah oui, vous avez voulu vous confronter vraiment. Oui, tout à fait. Parce que la vérité, c'est que j'avais commencé le texte depuis chez moi, tranquillement.
Et puis, en lisant, j'avais écrit une centaine de pages, et lorsque j'ai lu les 100 pages, j'ai senti que les personnages n'étaient pas assez incarnés. C'est ça. Qui manquait Oui, d'épaisseur. il manquait de l'épaisseur. Ok. C'est une description trop lointaine. Ok. Voilà de ce que je reproche à certains écrivains, par exemple, qui seraient occidentaux et qui écriraient sur l'Afrique, parce qu'ils ont eu une carte postale, voilà. Je voulais aller sur le terrain, aller rechercher une légitimité. C'est important d'aller, comme quand on va dans un village, de demander au génie, voilà, est-ce que je peux être, voilà, C'est ça. aller chercher une légitimité, mais aussi aller sentir les émotions sur place. Oui. Et j'avoue, quand je suis arrivée, ces femmes n'ont pas voulu vraiment me parler, mais ça m'importait peu. Ce qui était important pour moi, Ah oui, c'est les regards, voir leurs yeux. c'est ça. C'était C'était expressif. Voilà, regarder leurs vêtements. Même un seul vêtement me racontait une histoire. Ah oui, Quand je voyais un vêtement plein de taches, j'imaginais par quoi elle était passée. Quand je voyais des femmes qui portaient des cicatrices, les cicatrices me racontaient ce par quoi elles étaient passées. Wow. Et puis, quand j'ai aussi vu des femmes rire, j'ai vu les enfants aller à l'école, j'ai senti l'odeur de la terre, le soleil de Bidi Bidi, je l'ai ressenti sur ma peau. Et tout ça était important pour moi, pour rendre compte vraiment du vrai contexte de ce camp de réfugiés. Parce que lorsqu'on va sur Internet, ce qu'on a, c'est des chiffres, c'est des pourcentages, c'est le nombre de femmes qui ont quitté tel pays pour tel autre pays, sans qu'on s'intéresse au destin. Individuel, oui, vraiment. Au destin, à l'individu, aux singularités des parcours. Et ces parcours singuliers, il faut les sentir. Il ne faut pas les lire sur Internet, il faut aller les ressentir. Et ça a été une expérience immense, riche, oui. Et quand je suis revenue de là, le manuscrit qui faisait 100 pages, quand je l'aurais écrit, il était à 300 pages. Wow. Parce que je suis allée sur place et ce qu'elles m'ont donné, la bénédiction que j'ai reçue. Ah oui. Oui, vous avez plus reçu. Oui. Oui. Ah oui, oui. Ah ben oui, c'était immense. Et vous êtes resté combien de temps? Je suis restée 2 semaines en Ouganda. Ah oui, oui. Mais dans le camp, il était interdit de rester longtemps. Ok. Oui. Et en plus, de Kampala à Bidi Bidi, ça m'a quand même fait 10 heures de route. Ah oui. Oui. Ok. Oui, avec une halte dans une petite ville qui était située à 2 heures de Bidi Bidi, où j'ai passé la nuit dans un hôtel. Et à 5 heures du matin, on a pris la route, nous sommes allés jusqu'à Bidi Bidi. Waouh. Waouh. Oui. Ah ben, chapeau. Merci. Alors moi, il y a toujours une question que je me demande dans différents romans, c'est les citations. Oui. Donc j'ai trouvé au début, je crois que c'est Khalil Gibran. Oui. On va un petit peu parcourir cette citation-là. Oui. Alors, l'homme achète la gloire et la réputation au prix du sacrifice de la femme. Pourquoi? Ah ben oui, c'est citation, c'est pour annoncer le chapitre qui concerne le couple à Paris. En fait, c'est le personnage d'Émile Meyer. Cette citation évoque ce personnage-là, Émile Meyer, qui pense qu'il faut être dominant, pour avoir le pouvoir, qui pense qu'un homme doit exercer son rôle d'homme dans une famille en étant dominant vis-à-vis de sa femme. Très belle citation. Il y avait une autre aussi, qui annonce aussi un chapitre. Donc ça, c'est de Charlotte Delbo, que je ne connais pas. Oui, Charlotte Delbo qui a beaucoup écrit sur les camps de concentration où étaient les Juifs. Donc elle a fait un gros travail de mémoire là-dessus. Et pour moi, l'idée, c'était justement de trouver en fait des résonances avec des pères. Oui, c'est ça. Avec travers l'histoire. Écrivains, voilà. Tout à fait. Alors, je vais lire cette citation. « Et chaque morte est aussi légère et aussi lourde que les ombres de la nuit, légère
tant elle est décharnée et lourde d'une somme de souffrances que personne ne partagera jamais. Oui, Donc oui, ça fait bien écho. Hein. oui. On n'a pas idée en fait des souffrances. Et c'est pourquoi aussi, quand je parle de communauté et individus, c'est-à-dire que quand elles arrivent dans ce camp, on les accueille pareil, Mhm. on les oriente de la même manière. On a des projets qui sont les mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'occuper de l'individu. Oui. Et souvent, même quand on lit ce roman, on va voir le destin de Jane n'est pas celui de Véronica, ni celui de Rosa Kesh. Oui. C'est même si elles ont toutes fui la guerre, Mm. mais elles ont des histoires différentes. Et moi, j'aime le fait que on considère que chaque individu a une histoire différente. Oui. Mais dans un camp de réfugiés, les gens ne sont que des chiffres, C'est que ça. des pourcentages, que des quotas. Oui. Malheureusement. Alors ici, la citation de Toni Morrison. Oui, que j'aime beaucoup cette autrice. Être femme ici, c'est être une blessure ouverte qui ne peut guérir. Même si des cicatrices se forment, le pu est toujours tapis en dessous. Très fort. C'est fort, hein, Tony, hein? Il n'y avait pas de main morte. Oui, oui, oui. Et là, oui, Oui. là c'était la troisième partie. Vous avez fait ce choix-là, oui, parce que c'est Tony, mais ça correspond tellement. Oui, Ça va tellement bien Tout à avec, fait. Avec le récit. Merci pour ces choix. je vous en prie. Et entre parenthèses, Emily Bloom, qui est venue à Bruxelles, Oui. vous a aussi parlé de Toni Morrison Oui, dans sa nous leçon. aimons, c'est notre maman. C'est votre Oui. maman, Oui. pour vous la partager. Oui. Oui, Ok. parce que c'est une autrice d'ailleurs que j'encourage à lire. Elle n'est pas accessible, Tony. Mhm. Moi, je découvre Tony, je dois avoir 14 ans. Beloved. Vous aussi, Beloved. Oui, Beloved. Et c'est ma petite sœur, parce que nous sommes nés dans une famille où il n'y avait pas de livres. Mais nous étions deux à aimer les livres. Et ramène Beloved. Et on se le passait chaque soir, comme ça. À 14 ans, je n'avais pas compris grand-chose. Mais je l'ai relu après. Et c'est un livre que, quand on l'ouvre, à chaque fois, on a l'impression, comme quand on regarde un tableau d'un chef, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a des aspects du livre, de l'œuvre, qui nous ont échappé et qu'on découvre comme vraiment à chaque nouvelle lecture de Beloved. Je suis impressionnée. Et puis, je pense que lire un livre aussi à un certain âge ou avec une certaine histoire, avec un certain regard Mhm. sur le monde, avec certaines attentes, et puis avec le fait que je suis maintenant romancière, ça fait que c'est toujours un nouveau voyage Oui, oui. d'entrer dans Beloved. C'est impressionnant. Oui, En tout cas, un tout grand merci. merci à vous et bravo pour ce que vous faites pour la littérature. Avec plaisir.